Merci infiniment. Merci à chacun. Merci à Christian Hervé. Merci à Xavier Emmanueli qui n'a pas trop fait le curé, mais ça va, il y en a un après, donc il est pardonné s'il le demande. Donc, il y a un programme avec plusieurs rencontres entre les éthiques de conviction et la technologie et l'interculturalité, qui est au fond le cadre dans lequel les personnes vivent et vivront. Nous, vos enfants et vos petits-enfants plus encore. Et je voudrais juste essayer de dire trois choses. Si au fond nous sommes là, c'est que nous pensons d'une manière ou d'une autre que la personne humaine va être un peu à sauver, qu'elle est un trésor, qu'elle peut être bénéficiaire, mais qu'il n'y a rien d'automatique à ça. Sauver pourquoi ? Parce que ce qui fait la personne humaine, c'est le miracle de la rencontre. Et que les machines dont nous nous entourons peuvent servir cette rencontre ou la gêner. On parle d'écran, d'ordinateur. Que l'interculturalité peut servir la rencontre et à quel point, ou au contraire l'empêcher par peur. Et qu'enfin ces deux changements colossaux, c'est-à-dire au fond la mondialisation et les mutations technologiques en même temps, et l'une causant l'autre et réciproquement, ces deux mutations ne permettront à la personne humaine de vivre ou de survivre ou de renaître que si, avec cette nouvelle modernité que nous sommes en train de construire, nous sommes capables de faire un nouvel humanisme. Et cette fois-ci, non plus un humanisme pour une zone géographique, comme nous l'avons fait dans le passé, pour ce qui est de l'Europe au XVIe siècle ou au XIIe siècle, pour ce qui est de la Chine il y a 2000 ans, pour ce qui est du monde arabe il y a 1000 ans. Non, pas 1000 ans, si, 1000 ans. Moins 1000 ans. Mais là, un nouvel humanisme qui permet de guider aux racines communes de l'éthique de responsabilité et des éthiques de conviction, qui permettent de guider et les technologies et la rencontre des cultures. Donc, trois choses. L'humain et ses machines, premier point. Deuxième point, un personnalisme de la rencontre, le fait que nous sommes plusieurs cultures, où que nous soyons maintenant. Troisième point, vers un humanisme capable d'assumer, de trouver un point commun qui permette à l'éthique de la responsabilité d'habiter l'éthique de conviction et à l'éthique de conviction d'enrichir l'éthique de responsabilité comme il a été demandé ce matin. Donc, premier point, l'humain. L'humain est depuis très longtemps, depuis qu'il y a l'humain, il y a des outils. Donc l'humain est une alliance, en fait. Nous sommes une alliance de naturel et d'artificiel. Le genre humain est depuis très longtemps, depuis 400 000 ans, le feu, on disait tout à l'heure, pas simplement un produit naturel, mais il est aussi le produit de sa propre œuvre et de la manière dont il transforme la nature. Il a fallu des milliards d'années aux composés carbonés organiques que nous sommes pour développer une vie intelligente, une vie désirante. Les sciences physiques, les sciences chimiques, les sciences biologiques et aujourd'hui la génétique sont convoquées ensemble, puisqu'il a fallu des milliards d'années d'évolution du composé carboné que nous sommes pour aboutir à une vie intelligente et désirante. Elles sont combinées ensemble pour rendre compte du métabolisme et de la jeunesse de l'humain. L'énergie de base du système corporel humain, nécessaire à son fonctionnement, est fournie par l'électricité qui circule dans nos molécules, partout dans le corps, en particulier dans les neurones. L'humain, comme un micro-méga perdu dans un canton reculé de l'univers astral, s'ouvre à l'univers entier et le toise, le tutoie. Il se met en quelque sorte à sa hauteur par la connaissance et par la volonté. Nous sommes au fond des nains juchés sur les épaules de géants de la nature. Et derrière la nature, les religions voient Dieu. Cette ouverture à l'univers entier qui nous caractérise s'accompagne d'une ouverture vers l'intérieur.
nous ne sommes pas ouverts qu'à l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur, par l'intériorité. L'existence devient jouissance. Comme nous développons et nous cultivons l'intériorité par les arts, la musique, l'éducation, l'éthique, l'existence devient pour nous une jouissance. Ce n'est pas simplement un fait. Je suis est peut-être la première expérience métaphysique. On pense à Descartes, mais déjà à Augustin et puis bien sûr à Moïse. Je suis est peut-être la révélation fondamentale et le point focal de toute existence personnelle. Quand un enfant commence à pouvoir dire « je suis ». C'est ce que raconte à sa manière la rencontre de Moïse et de Dieu au buisson ardent dans l'Exode. Quand Dieu se nomme « je suis », disant que c'est son seul nom, il révèle à Moïse son propre « je suis », à sa ressemblance. Cette expérience, qui est celle de l'enfant, qui découvre qu'il est un sujet autonome dans le monde commun, est en même temps la révélation du langage. Je suis, il faut pouvoir le dire. Mais si je suis donc aussi en dialogue avec toi. Car l'existence collective, à travers les rencontres, les dialogues, les confrontations, les violences qui sont le fait et le sel de la vie, l'existence collective, elle constitue l'autre aussi comme un je suis. Simone Weil, la philosophe, disait qu'une des questions qu'on doit surmonter dans l'éducation d'un enfant, c'est qu'on lui dit au début mon roi, ma reine, mon chéri, mon prince, mon tout, etc. Et puis il doit découvrir peu à peu qu'il n'est qu'un des points de vue sur le monde. Que si chacun de nous a l'impression que toutes les lignes de l'extérieur convergent vers lui, il en est de même des autres. Cette opération de décentrement qui permet d'entrer en dialogue avec les autres tu, de constituer des nous avec des groupes sociaux. Et il n'est pas de personne qui n'ait pas besoin d'une communauté ou d'un nous pour se construire, même si les nous peuvent devenir violents les uns avec les autres, surtout quand ils qualifient les autres de « ils ». Et pourtant, nous sommes une commune humanité. La découverte de « je suis », qui est le centre évidemment de l'existence personnelle, le vivre et le dire, et l'éducation du « je suis », l'éducation de l'intériorité, sont le chemin de la découverte de l'éthique. C'est parce que je suis et que je le sais que je me pose des questions éthiques. Et l'éthique est donc l'art de s'interroger, comme on l'a dit ce matin, sur ma responsabilité dans l'existence en commun avec d'autres. S'il a fallu des milliards d'années pour produire cela, ce que nous sommes, il a suffi d'une centaine d'années de recherche et d'expérimentation pour construire des composés non plus carbonés, mais de silicium, mais où l'électricité circule dans des machines et des systèmes informatiques que nous appelons intelligence artificielle, mais que nous pourrions aussi appeler des corps artificiels, car ils sont capables de connaissance, et comme nous le découvrirons de plus en plus par le progrès des sciences, ils seront capables de désir et d'intériorité. Ces systèmes carbonés que nous sommes et les systèmes silicium que nous fabriquons ne fonctionnent en fait qu'en interaction, sans confusion ni mélange. Nous ne sommes pas des ordinateurs, ils ne sont pas des humains. Car nos machines ne pensent rien en dehors des datas que nous leur fournissons. Dans les années 60, on a pensé qu'avec 2 ordinateurs, on allait régler la question de la traduction simultanée. On s'est complètement planté. Il fallait ajouter les datas, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire le recueil de toutes les traductions que nous faisons et que nous mettons gratuitement dans la machine, et à partir desquelles elle peut élaborer des traductions de qualité. Mais l'intelligence artificielle, c'est l'interaction de l'homme et des machines que l'homme fait. L'artificiel, au fond, disait Simondon, c'est du naturel fabriqué par nous. Nous prenons tous les matériaux dont nous faisons l'artificiel sur cette terre, que je sache. Et quand nous les prendrons ailleurs, ils seront encore de la nature. C'est de l'artificiel fabriqué à notre image, car nos produits nous ressemblent. La machine, c'est de la nature transformée par nos mains. C'est-à-dire, c'est encore de la nature transformée par la nature, car nous sommes de la nature. À travers le labeur des générations. Il a fallu une centaine d'années. Mais ce labeur des générations est toujours fait avec la nature. La technologie, c'est notre « je suis » transformé, répandu et partagé à d'autres matériaux de la Terre. Une nature qui a essentiellement encore pour nous aujourd'hui, dans cette génération, la Terre. Et je cite ici Jean-Claude Ameisen qui, dans son livre « Dans la lumière et les ombres, Darwin »,
propose une idée que je trouve intéressante sur le rapport entre l'homme, ses produits et la nature. Je le cite, « Entre la tentation d'animer le monde et la tentation de réifier le vivant et l'humain, entre la tentation de naturaliser la culture et la tentation de détacher la culture de la nature, entre la tentation d'effacer toute frontière et la tentation de ne voir dans les frontières que ce qui sépare et distingue, et non ce qui joint et réunit, demeure, entre toutes ces tentations, demeure la nécessité d'une humilité, d'un respect, d'un émerveillement. » Fin de citation. Nous sommes donc des nains juchés sur les épaules de géants de la nature, mais aussi sur les épaules de géants des générations qui nous précèdent. Ça, c'est pour donner une idée de notre rapport à nos machines, qui sont aussi à notre image. Deuxième point, ce que j'ai appelé un personnalisme de la rencontre, et qu'on peut appeler corps, âme, esprit, si l'on veut. Comprendre la personne, pour une éthique de la personne, comprendre la personne, corps, âme, esprit. Pour rendre compte de l'unité et de la diversité de chaque je suis humain, de chaque personne, nos cultures ont inventé une trilogie de concepts à peu près universels. On la retrouve aussi bien chez saint Paul que dans la pensée chinoise. Nous sommes corps, âme et esprit. Les cultures diverses, dans l'espace et dans le temps, interprètent cette trilogie en de multiples sens, qui expriment à la fois l'unité et la complexité de chaque personne humaine. Dans cette deuxième décade du XXIe siècle où nous sommes, où nous envisageons la personne dans l'interculturalité et face au progrès des sciences et des techniques, nous sommes à la recherche d'une proposition d'interprétation de cette formule, corps, âme, esprit, que l'on pourrait peut-être, espérons-le, partager avec d'autres que nous, et qui pourrait peut-être permettre d'orienter l'avenir, si nous la faisons valoir devant nos collègues scientifiques. Il faut pour cela qu'elle soit cohérente avec les recherches actuelles en sciences humaines et en sciences positives, et qu'elle soit capable de faire naître, comme je le désire, comme je le disais d'emblée, de faire naître un nouvel humanisme à l'échelle de la planète. Ça semble impossible. Et pourtant, je propose, pour transformer cette trilogie en un outil opératoire, de l'écrire sous forme d'équation. Corps égale âme, égale esprit, égale humain. Cette formule à 3 termes est plus forte que la formule à 2 termes proposée par le dualisme, corps et âme, ou chair et esprit. Ces formules à 2 termes, dualistes, servent souvent d'abri rassurant pour la spiritualité, mais au fond, c'est un abri très insuffisant. La formule à 3 termes exprime mieux l'unité et la diversité humaine, à condition de comprendre que corps, âme et esprit ne sont pas 3 parties physiques qu'on pourrait confier à 3 sciences différentes, isolables dans des expériences déterminées. Elles ne sont pas non plus 3 composantes métaphysiques hiérarchisées, comme c'est le cas dans beaucoup de civilisations, et encore bien sûr dans la nôtre, encore comme on peut le sentir. Corps, âme et esprit sont, c'est ma proposition pour leur donner un caractère opératoire en vue d'un humanisme à dimension universelle, sont 3 essences de l'humain, 3 noms de l'humain, qui expriment chacune en totalité l'humain, mais d'une manière différente. L'humain est corps, l'humain est âme, l'humain est esprit. Ne plus y chercher des parties, encore moins une hiérarchie, en disant mais l'esprit c'est mieux que le corps. Ah bon, et pourquoi ? Corps. Essayons de décrire alors, qu'est-ce que c'est de décrire le corps comme étant tout l'humain, l'âme comme étant tout l'humain, l'esprit comme étant tout l'humain, des noms pour refléter dans différents miroirs notre complexité et notre unité. Corps. Puisque nous sommes corps, nous sommes engagés dans des interactions avec les autres et avec le monde. Nous sommes autonomes et membres les uns des autres. Corps face au cosmos et dans le cosmos. Corps donc sexué. Nous naissons et nous mourons. Nous aimons et nous engendrons. Nous nourrissons et nous sommes nourris. Nous construisons et nous détruisons, comme le redit le merveilleux poème de l'Ecclésiaste. Il est un temps pour tout. La personne est corps. Le corps est personne.
parce qu'elle est un composé carboné et organique, vivant et sculpté par la mort, fort et fragile, merveilleux et vulnérable. Et parce qu'elle est corps, la personne a des mains, des yeux, des pieds, grâce auxquels elle peut s'engager dans le soin et le service des autres corps, comme le fait le médecin et les autres soignants avec lui. Âme. La personne est âme et l'âme est la personne, appelée à se décentrer pour se réaliser en faveur de plus grand qu'elle. La quête de vérité, la quête de justice ou de paix, la fraternité de l'humanité, la laïcité, que sais-je encore, la beauté de la terre. Ce décentrement de la personne, qui est la personne, cette écoute du cosmos et de nous-mêmes, permet la méditation de nos expériences, qui fait aussi de nous des personnes. La méditation comme dimension de la personne, c'est dit quand on dit la personne est, c'est l'âme, l'âme c'est la personne. Nos fantasmes, nos pulsions, nos émotions, nos calculs rationnels ne parviennent à maturité humaine qu'à travers leur élaboration, leur perlaboration, dirait Freud, leur sublimation, leur assomption dans l'unité de la personne que l'on peut appeler l'âme. La station verticale qui nous caractérise, sans nous être propres, exprime visuellement le fait que nos tripes, en bas, et notre cerveau, en haut, ne s'unissent et ne s'humanisent au milieu que par l'intelligence du cœur. L'humain est trop complexe pour que ses forces ne se retournent pas en faiblesse s'il ne se pense pas comme âme. Cette complexité de force et de fragilité que nous sommes est le fruit de l'évolution. On se souvient que Darwin identifie non une, mais deux lois inséparables de l'histoire de l'évolution des êtres vivants. La loi de la sélection du plus fort, ou plutôt du plus apte, qui favorise ceux qui transmettent leur mutation favorable à un contexte à leur descendance, et la loi de l'empathie, deuxième loi de Darwin, surtout valable pour les grands mammifères, dont nous sommes, qui favorise ceux qui prennent soin des fragiles, à commencer par leur descendance, faisant grandir leur potentiel de communication affective et leur capacité de transmission symbolique des connaissances expérimentales. L'attention aux fragiles fait que l'on développe le fait d'être touchés les uns par les autres, de prendre soin et de communiquer les uns aux autres, et donc de n'être plus simplement dans l'apprentissage d'expériences directes, mais dans la transmission symbolique des savoirs. Et cela, c'est une puissance fantastique. L'attention à la faiblesse est une puissance fantastique dans la sélection naturelle. Nous sommes âme pour cela aussi. Esprit, nous sommes esprit, qu'est-ce à dire? Surtout quand on a déjà parlé d'âme. Esprit, la personne l'est par sa capacité fondamentale de recherche. Tous chercheurs, mais aussi chercheurs tous ensemble. C'est le partage des expériences et des compétences au-delà des exclusions qui féconde la quête de vérité. Souvenons-nous que, pour ses fondateurs et ses inventeurs, l'université, universitas, se caractérise moins comme le lieu de l'universalité des savoirs, ou du grand bazar, ou de la division des disciplines, que comme la communauté universelle des chercheurs, maîtres et étudiants ensemble. Ce modèle de compréhension de la personne, une de corps, d'âme et d'esprit, est d'une grande opérativité pratique dans l'éducation, sans laquelle l'humain est une brute. Au fond, c'est ce que disaient les anciens, mens sana in corpore sano. Il est inspirant, ce modèle corps, âme, esprit, pour l'éthique de la recherche. S'interroger avec bienveillance, mais aussi avec esprit critique sur les évolutions possibles de la technologie par lesquelles nous nous engageons dans l'avenir, n'est pas une contrainte extérieure à la recherche, mais une responsabilité personnelle du chercheur qui donne sens à son action. L'éthique n'est pas imposée de l'extérieur au chercheur, elle est une dimension qui donne sens à sa recherche. Elle vient de l'intérieur de sa responsabilité personnelle, s'il se comprend, le chercheur, comme corps, comme âme et comme esprit, à condition qu'on l'y éduque. Et je cite ici Martin Buber dans son magnifique petit livre « Le chemin de l'homme », où il rassemble ce qu'il a appris de la sagesse racidique juive. Pourquoi faire retour sur soi-même ? Demande Martin Buber. Pourquoi embrasser ma voix particulière ? Pourquoi unifier mon être ? Et voici la réponse, pas pour moi. Commencer par soi, non finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais non pour but.
se connaître, mais non se préoccuper de soi. Ce n'est pas de toi, mais du monde qu'il faut te préoccuper. Chacune des trois dimensions, corps, âme, esprit, apparaît davantage sous le microscope d'une certaine science, d'une certaine expérience. On peut penser à la biologie, à la psychologie, etc. Mais le plus important pour moi, c'est que corps, âme, esprit sont trois expériences qui s'enrichissent l'une l'autre sans cesse par la vie. Elles ne sont ni séparées ni confondues. Chacune s'enrichit de l'autre dans une circulation d'expériences. Et aujourd'hui que nous sommes au XXIe siècle devant un infini de possibles, de la technologie et des rencontres des cultures, l'équation corps égale âme égale esprit égale humain propose un point de fuite à l'infini et un principe de cohérence pour chaque jour. Point de fuite à l'infini car il n'y a pas de définition close de l'humain. Mais aussi principe de cohérence car nous sommes appelés à rejeter toute volonté de maîtrise ou de mépris d'une de ces trois essences. Proposer un avenir où l'humain ne serait que corps, que âme ou que esprit, ça ne va pas, nous le savons d'avance. Notre responsabilité de chercheur s'affronte au risque de l'idolâtrie et du mensonge. Quand nous sommes devant le risque de maîtriser ou de mépriser une des trois dimensions de l'humain, et comme le disait Rimbaud, la question clé, c'est de posséder la vérité dans une âme et dans un corps. Il dit ça à la fin d'une saison en enfer. Dernier point. Si on peut espérer qu'une telle anthropologie, une telle vision de l'homme, qui est irréductible à toute tradition religieuse particulière et irréductible à toute science particulière, si on peut espérer qu'elle fasse tache d'huile, qu'elle oriente les progrès de la technologie et permette la rencontre des cultures, c'est à condition qu'on entre dans une certaine humilité que j'ai évoquée dès le début avec la métaphore médiévale des nains sur les épaules des géants. Au fond, vers quel humanisme allons-nous ? Qui dit connaissance dit pouvoir. Qui dit désir dit intériorité. Qui dit liberté dit responsabilité, donc éthique. Nous sommes libres, donc responsables. L'éthique n'est pas un fardeau imposé de l'extérieur par des autorités autoproclamées. Elle n'est pas la proposition d'une échelle mobile de valeurs molles, construite pour apaiser les angoisses de l'opinion publique en attendant la prochaine découverte. Elle n'est pas l'opium du peuple. Elle n'est pas un voile de fausse pudeur pour couvrir des desseins hypocrites. L'éthique est l'art d'assumer sa responsabilité pour autrui et de s'interroger sur elle. Responsabilité pour autrui, responsabilité pour l'humanité, responsabilité pour la Terre. Et je pense que c'est cette responsabilité pour autrui qui est l'éthique de responsabilité du XXIe siècle, et que c'est elle qu'il faut enseigner aux éthiques de conviction, par exemple aux religions, pour qu'elles puissent entrer dans le XXIe siècle en quittant leur hauteur dogmatique et leur violence communautaire afin de s'intéresser aux autres. Une religion qui comprend sa responsabilité pour autrui est beaucoup moins dangereuse qu'une religion qui pense qu'elle n'a de responsabilité que devant elle-même. Une conviction qui comprend sa responsabilité pour autrui vient donner à l'éthique de responsabilité de l'âme et vient donner à l'éthique de conviction de l'ouverture, de l'esprit. L'éthique est l'art de s'interroger sur ses responsabilités. Responsabilité pour autrui, pour l'humanité, pour la Terre. L'expression des nains sur les épaules des géants peut nous aider à discerner les responsabilités de la science et de la recherche aujourd'hui. Cette expression semble d'origine médiévale. Elle résume l'esprit de ce qu'on a appelé la Renaissance du XIIe siècle. On la retrouve en effet aussi bien chez Bernard, écolâtre de Chartres, au XIIe siècle, qu'au XIIIe, chez Isaïa di Tranium, talmudiste, tosaphiste italien, que je cite. Qui voit le plus loin, un nain ou un géant ? Sûrement un géant, car ses yeux sont situés plus haut qu'un nain. Mais si le nain se place sur les épaules du géant, qui voit le plus loin ? Ainsi, nous aussi sommes des nains sur les épaules des géants.
nous maîtrisons leur sagesse, nous allons au-delà. Grâce à leur sagesse, nous devenons sages et nous devenons capables de dire ce que nous disons, mais pas parce que nous sommes plus grands qu'eux. » Fin de citation. L'image exprime à la fois la confiance dans la tradition transmise par les maîtres, sa valeur immense et l'avancée promise ou permise à leurs élèves, la connaissance et la liberté supplémentaires qui sont accordées aux générations qui suivent, à ceux qui savent s'inclure dans une tradition et se faire les disciples. La métaphore a trouvé son sens moderne chez Montaigne et chez Pascal. Je cite Montaigne à la fin des essais, quand il parle de l'expérience. « Nous ne faisons que nous entregloser, nous échelonnons ainsi de degré en degré, et advient de là que le plus haut monté a souvent plus d'honneur que de mérite, car il n'est monté que d'un grain sur les épaules du pénultième. » Fin de citation. Et Pascal. Alors Pascal, c'est intéressant parce que c'est dans la préface au traité du vide. Donc pas dans une perspective religieuse, mais dans un des traités sur une des questions symboliques les plus lourdes de la science contemporaine, l'existence du vide. Je cite Pascal, 1647. « Parce que les anciens s'étaient élevés jusqu'à un certain degré, où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut, et avec moins de peine et moins de gloire, nous nous trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous pouvons découvrir des choses qu'il leur était impossible d'apercevoir. Notre vue a plus d'étendue, et quoiqu'ils connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la nature, ils n'en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux. Voilà. Les générations qui viennent en verront plus que nous, à condition qu'elles ne quittent pas l'idée de s'inscrire dans une tradition et de monter sur les épaules, qu'elles ne quittent pas l'humanisme, mais qu'elles le renouvellent. L'aventure humaine est faite de continuité et de sauts, de transmission et de nouveautés. Être moderne, ce n'est pas oublier les héritages de l'expérience humaine. Transmettre le savoir, ce n'est pas répéter, mais c'est innover fidèlement. Être humaniste au XXIe siècle, ce n'est pas être post-humaniste ni transhumaniste, ce qui n'existe qu'au bénéfice de quelques firmes, mais inventer un nouvel humanisme aux dimensions de l'humanité. La joie de transmettre est au cœur de nos vies. Montaigne, Pascal, en reprenant l'adage du XIIe siècle, ont confirmé et transmis à la modernité l'amour de ce qui nous a été transmis par les générations qui les précèdent, et en particulier les fruits du travail des savants. Si nous entrons dans une logique de rupture entre les générations, nous nions la science. Ces philosophes, Montaigne et Pascal, ont donné un sens nouveau à l'idée de tradition. Transmettre, c'est conserver pour les autres, responsabilité pour les autres, sans se laisser enfermer dans le passé. Notre liberté, notre responsabilité ne consiste sûrement pas à accueillir comme un bloc l'humanisme du passé, mais à nous appuyer sur ce qui a été positif. La lecture, le goût des études, le souci de l'élégance, le respect de la science, la laïcité qui essaye de comprendre l'autre, l'esprit critique, l'amour du travail, tout simplement. Quand un nain monte sur les épaules de la nature et des générations qui l'ont précédé, c'est-à-dire quand il accueille leur héritage, que voit-il? La longue suite de ceux qui le précèdent et aussi quelque chose de la vie de ceux qui vont le suivre. S'il se hisse plus haut et voit mieux que ces géants qui l'ont construit, c'est pour ajouter sa part, apporter du neuf, innover à son tour, être porteur d'avenir. Pour la personne au XXIe siècle, je crois que c'est là une tâche qui nous revient. Merci.